assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGS. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Nantes. Sophie, 23 ans, vendeuse dans un magasin de vêtements, est assassinée à la sortie de son travail. J'ai marqué que le 7 avril 2007, un monstre lui a ôté la vie. Ce qui est vrai. Le meurtrier a été retrouvé. Pourquoi a-t-il tué Sophie? À quelle peine sera-t-il condamné? J'espère qu'on a compris qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer et que c'est parce que ses intentions ont évolué au cours du déroulement des faits qu'on en est arrivé à cette situation. Notre reportage avec les policiers chargés de la sécurité routière. Ne me provoquez pas, Monsieur, je suis cool, vous je suis dites énervé. policier, pas flic. Ils traquent les flagrants délits au volant, des infractions qui peuvent coûter cher. Vous avez une perte de 4 points sur votre permis de conduire. Fais chier quoi. Le portrait de la semaine, Naïma Rudloff, procureure de la République. Vous n'avez pas peur de tuer quelqu'un? Non? Si? Alors pourquoi vous prenez le volant alors? Sa mission, rendre la justice au service des victimes. C'est un métier passionnant, mais ce n'est pas un métier qu'on peut faire, c'est pas un métier ordinaire, on ne peut pas le faire n'importe comment. Nantes, une petite fête entre amis. Sophie Graveau a 23 ans. Sophie est vendeuse. Sur ces images, elle fête l'anniversaire de sa sœur. Je suis grillée. Sophie. Oh bah super. Tu m'arranges. Tu sais que j'ai horreur de ça. Gros plan comme ça. Trop tard. Le 7 avril 2007, Sophie est assassinée par un inconnu. Depuis 2 ans, sa mère Martine et son beau-père Rémi viennent presque chaque jour au petit cimetière de Treillères. Elles sont encore belles les fleurs, je pensais qu'elles allaient être fanées, regarde. Ah, elle a une petite rose de mise là. C'est là. Voilà. Voilà, petite cocotte. Je passe tous les soirs ou tous les 2 soirs. En rentrant du travail, je file directement au cimetière. C'est un besoin, je ressens un besoin de venir la voir. J'ai l'impression qu'elle m'attend. Bon, j'ai marqué la date de naissance d'abord et j'ai marqué après qu'elle était heureuse et que le 7 avril 2007, un monstre lui a ôté la vie. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le monstre, c'est cet homme. Il s'appelle Rami Zizeni. Il a été arrêté 6 jours après le meurtre. Nantes, il y a 2 semaines. Le procès de Rami Zizeni s'ouvre devant la cour d'assises. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de la jeune femme attend ce moment depuis 2 ans. Sophie, maintenant, pour elle, c'est fini, mais il y en a d'autres petites jeunes filles qui circulent dans le centre-ville et puis qui pourraient rencontrer Zizeni. Ah, bien sûr. Hein, ils pourraient très bien s'attaquer à elle aussi. Donc, c'est fini, ça. Il faut qu'il soit enfermé pour toujours. Il faut qu'il reste le restant de ses jours Ah bah oui. Ah bah oui. incarcéré. Le procès est extrêmement médiatisé. Des journalistes de toute la France sont venus couvrir l'événement. Au premier rang, la famille de Sophie est là au grand complet. Martine, sa mère, son mari, Rémi, Gérard, le père de Sophie, Céline, sa sœur, et Régis, son petit ami au moment des faits. Tous attendent de savoir enfin ce qui s'est réellement passé ce 7 avril 2007. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Retour sur les faits.
Nous sommes à Treillères, un petit village tranquille, proche de l'agglomération nantaise. C'est là que Sophie a passé son enfance et qu'elle vivait chez sa mère et son beau-père. À 13 h, le jour du drame, elle emprunte cette route pour la dernière fois. Elle quitte son domicile pour se rendre à son travail. Elle est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter masculin dans le centre commercial de Saint-Herblain, à quelques kilomètres de là. À 21 h 10, Sophie sort du magasin et rejoint son véhicule, garé sur le parking, au même endroit que d'habitude. Elle s'apprête à rejoindre son petit ami Régis, avec qui elle doit passer le week-end. Moi je terminais à 20 h, donc il finissait à 21 h. Donc les deux me rejoindre chez moi aux alentours de 9 h 30, 9 h 30, 10 h moins le quart, allez, au plus tard. Donc 10 h moins le quart, la voyons pas venir. Bon, j'ai laissé un petit quart d'heure de délai et à 10 h, j'ai essayé de la rappeler, sans rien. Et j'ai réussi à la voir à 22 h 45. Et les seuls mots qu'elle a me dire, ça durait 20 secondes d'ailleurs, un tout petit coup de fil, où elle m'a dit que mais t'inquiète pas, j'arrive dans 20 minutes. Bon, donc ça a raccroché subitement, j'ai essayé de la rappeler tout de suite après. Et là, bon, j'ai pas réussi à la voir, donc bon. Sophie ne rejoindra jamais Régis. On savait rien. Elle aurait très bien pu elle aurait très bien pu s'engueuler avec son copain, ça arrive, et puis bon, je viendrai pas ce soir, et puis bon, bah, ça arrive à n'importe quelle couple, ça. Et puis petit à petit, bah, quand plus ça va, plus ça avançait, plus on s'inquiétait. Le lendemain, à 6 h, la voiture de Sophie est retrouvée incendiée sur le parking du centre commercial. Le véhicule est vide, la clé sur le contact. Les policiers, dès le départ, nous ont dit « Monsieur, votre affaire, elles sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. » Malgré tout, les proches s'accrochent à l'espoir que la jeune femme est toujours vivante. Ses amis créent une association, le Combat de Sophie. Ils distribuent des avis de recherche, organisent des sittings quotidiens, collent des affiches. C'est Anthony qui dirige l'association. Peut-être qu'elle a été embarquée dans un réseau de prostitution, enfin c'est ce qu'on pensait au départ. Donc à partir de là, on se dit voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec nos armes pour essayer déjà d'annoncer sur Internet sa disparition. Au départ, on est 4-5 personnes et rapidement on est 15, 20, 30, c'est exponentiel. Plus les jours passaient et plus les gens avaient entendu parler de cette jeune fille avec son visage souriant. C'est vrai que rapidement on a voulu mettre la photo en avant. Cette affaire a eu ceci de très particulier que très rapidement, la photo de la jeune femme a été diffusée dans la presse, la photo d'un visage souriant. Et c'est vrai que très vite, l'affaire a dépassé les frontières de Nantes, de la Loire-Atlantique, pour aller s'afficher dans toute la France. Dès le lendemain, l'avis de recherche de Sophie est repris dans toute la presse française. Ensuite, tout va très vite. Le lendemain, de grosses recherches sont menées dans les environs du centre commercial. Sur le terrain, 60 enquêteurs fouillent les plans d'eau environnants, cherchent des indices. Ils ne trouvent rien. Mais quelques heures après la disparition de Sophie, la police trouve une piste sérieuse. En effet, la carte bleue de la jeune femme est utilisée la nuit du drame à 10 reprises, entre 1 h 30 et 2 h 30, pour des retraits d'espèces et l'achat de carburant. À 4 h 50, quelqu'un insère dans le téléphone de Sophie une carte SIM qui n'est pas la sienne. Cela va permettre aux policiers de le suivre à la trace. Le boîtier a donc permis aux enquêteurs de la police judiciaire d'identifier très rapidement un homme, un suspect. Ensuite, il s'est avéré que plusieurs opérations bancaires avaient été effectuées avec la carte bleue de la jeune femme. Et des cassettes de vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs d'identifier une voiture qui se trouvait être la propriété de ce suspect. Tout collait pour eux. Sur le terrain, on découvre des vêtements appartenant à Sophie dans le fossé d'un petit chemin proche du centre commercial. La découverte 2 jours après la disparition de ses sous-vêtements, de son imperméable et de ses bottes, laisse à penser que le pire a pu arriver. On sent, pour parler régulièrement avec la famille, que de leur côté également, l'inquiétude grandit. Les enquêteurs nous laissent entendre qu'on s'oriente sûrement vers une issue tragique. Moi, j'ai perdu espoir le soir où on a retrouvé les vêtements au chemin du Vigneault. Alors là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Là, c'était fini. Pendant ce temps, la police continue à pister le suspect.
Il est retrouvé à 750 km de là, à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Il s'appelle Ramiz Izeni. Nantais de 46 ans, d'origine bosniaque, il est père de 4 enfants. Il est interpellé en possession de la carte bleue et du téléphone de Sophie et immédiatement placé en garde à vue. Il aura fallu à la police judiciaire de Nantes une journée pour identifier un suspect et 4 jours pour l'interpeller. L'homme est écroué, ainsi que son épouse. Le même jour, le corps de Sophie est retrouvé dans un fossé. La jeune femme, à moitié nue, porte des marques de strangulation. C'est un automobiliste qui arrive donc de Nantes sur cette route de Pornic, qui va décider de s'arrêter sur cette voie de délestage pour se poser un moment parce qu'il a envie de déjeuner. Il est 13h30, cet homme se stationne donc ici et va découvrir dans ce fossé le corps d'une femme qui gît là. Immédiatement, évidemment, les secours vont être alertés, la police également, qui viendront en compagnie de l'expert légiste acquérir ici la certitude qu'il s'agit bien de cette jeune femme qui est portée disparue depuis 6 jours. Pour les proches de Sophie, c'est la fin de l'espoir. Vous mettez à pleurer et puis vous comprenez rien. Et puis vous dites que, toujours est-il, on dit c'est pas moi, c'est chez les autres, mais non. Ça peut arriver sur vous aussi. Arriver ce qui est arrivé, quoi. Là c'était, ouais, très dur. Ses amis, réunis comme chaque jour pour un sitting sur la place du Commerce, apprennent la nouvelle en direct. Pour l'instant, là, c'est sûr, c'est Sophie. Ils ont trouvé Sophie à côté de la Roche-Balu et maintenant, bon. La haine, la tristesse pour la famille. La tristesse pour la famille surtout, pour la maman qui pleure jour et nuit, qui réclame son enfant. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas de la tristesse pour ses amis qui sont là 24 heures sur 24 pour aider, pour la trouver. On a une proche amie, quand les soirées en faisant ensemble, c'était super. Le lendemain, 4000 personnes défilent dans les rues de Nantes pour rendre un dernier hommage à Sophie. La famille, les proches, tout le monde est là, bien entendu, mais également des inconnus qui ont simplement été bouleversés par son histoire. Malgré tous les éléments dont disposent les enquêteurs, le suspect continue de nier en bloc. Pourtant, on réussit à identifier l'ADN de Ramiz Izeni sur le chemisier de Sophie et celui de la jeune femme sur le blouson du suspect. Confronté à l'ADN, il reconnaîtra à demi-mot que peut-être, oui, il a croisé la route de cette jeune femme, mais point barre, c'est tout. Le 13 juin, 6 jours après le meurtre, coup de théâtre. La femme de Ramiz Izeni révèle au juge d'instruction que la nuit du drame, son mari lui dit avoir commis un meurtre. Elle s'était tue jusque-là parce que, dira-t-elle, elle craignait son mari, qu'elle avait peur de lui. Après 2 mois, se sentant peut-être en sécurité, elle décide de parler. Et dans la journée, immédiatement après avoir recueilli ces déclarations, les enquêteurs vont solliciter auprès du juge d'instruction une confrontation dans son bureau. Et c'est à ce moment-là, ce soir-là, qu'on apprendra que Ramiz Izeni, enfin, a craqué et lâché ses premiers vrais aveux. Retour à la cour d'assises de Nantes. Ce matin, les proches de Sophie ont pour la première fois rencontré l'assassin de la jeune femme. Comme vous le voyez, il est insignifiant. Il n'a pas d'allure. J'ai peur quand même. Il n'a pas d'allure, il n'a rien, il n'a rien pour lui. Il n'a rien pour lui. Ah si, il fait peur quand même. Il fait peur. Si. Parce que je m'imagine que c'est ce type-là qui a vu Sophie pour la dernière fois. Je regardais ses mains, il avait toutes petites mains et pourtant qui ont de la force, puisqu'il a étranglé Sophie. Je me dis que c'est pas possible que Sophie ait eu affaire à cet individu. C'est difficile à digérer, vous savez. Cet après-midi, le président interroge Ramiz Izeni.
Pourquoi s'est-il attaqué à Sophie Graveau? Et que s'est-il passé exactement la nuit du drame? L'accusé raconte à la cour le déroulement des faits. Le 7 avril, à 21 h, Rami Zizeni arrive sur le parking du centre commercial. La veille, il a perdu près de 1 000 € au casino et cherche à voler de l'argent. La première personne qu'il croise, c'est Sophie Graveau. Il dit s'être attaqué à elle par hasard alors qu'elle ouvre sa voiture. Il tente de lui arracher son sac. La jeune femme résiste. Effrayé à l'idée qu'elle le dénonce, il la fait monter dans sa voiture et quitte le parking. À ce moment-là, il prétend ne pas savoir ce qu'il va faire d'elle. Il roule au hasard pendant 1 h 30. C'est le diable qui était dans ma tête, explique-t-il. C'est à ce moment-là que Régis, affolé, essaye en vain de joindre Sophie. Entre 22 h et 22 h 45, il l'appelle 21 fois. Rami Zizeni fait un premier arrêt dans un chemin isolé. Là, il demande à Sophie de se déshabiller et jette ses vêtements dans un fossé. Il tente de l'agresser sexuellement, mais y renonce devant la résistance de la jeune fille. Il commence à l'étrangler, puis s'arrête parce que, dit-il, elle lui fait de la peine. Pour la même raison, il la laisse répondre à 22 h 45 à Régis. Mais il sait déjà qu'elle ne sortira pas vivante de sa voiture. Il reprend la route et 3/4 d'heure plus tard, il s'arrête de nouveau. Et cette fois, il étrangle Sophie avant de jeter son corps sur le bas-côté. La famille de Sophie vient enfin de connaître les circonstances exactes de sa mort. Je comprends très bien qu'il ait pu avoir besoin d'argent. Apparemment, c'est une personne qui a un besoin énorme d'argent pour le mieux le dépenser après au casino. Je peux encore éventuellement le comprendre. Mais pourquoi la tuer? Pourquoi la tuer? Je sais pas. J'espère qu'on a compris qu'il y avait un mobile uniquement financier, qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer et que c'est parce que ses intentions ont évolué au cours du déroulement des faits qu'on en est arrivé à cette situation. Un point de vue qui n'est pas partagé par l'avocat de la famille. Il voit dans l'acte de Rami Zizeni bien plus qu'un crime crapuleux. À l'évidence, M. Zizeni ne cherchait pas que de l'argent quand il a agressé Sophie Graveau. Il devait chercher autre chose. Maintenant, les experts psychiatres nous donneront peut-être quelques pistes là-dessus quand nous les entendrons demain. Deuxième jour d'audience. Ce matin, 3 experts psychologues et psychiatres sont entendus par la Cour. Il va falloir notamment déterminer les dispositions psychologiques de M. Zizeni au moment où il commet ses faits. Rami Zizeni est-il porteur d'une pathologie qui permettrait d'expliquer en partie son comportement? Est-il conscient de ses actes? Des questions qui pèseront lourd dans l'issue du procès. Les 3 experts concluent dans le même sens et dressent de l'homme un portrait accablant. Quelqu'un décrit comme manipulateur, pervers, qui serait très difficilement adaptable. Donc en plus un récidiviste, donc je pense que les dés sont jetés, quoi. Donc, Les experts sont tous d'accord pour dire que M. Zizeni n'a pas d'abolition ni même d'altération du discernement. Ce qui signifie qu'il est parfaitement conscient des actes qu'il commet. Lors de mes entretiens avec M. Zizeni et quasiment à chaque fois ces derniers mois, parce qu'il savait que l'audience approchait, il me répétait sans cesse qu'il avait honte, qu'il ne voulait pas que sa famille vienne à l'audience parce qu'il ne pourrait pas les regarder. Il me répétait aussi qu'il ne savait pas comment il allait faire pour croiser le regard des proches de Sophie Graveau, parce que ce qu'il avait fait était horrible. Et je regrette qu'il ne soit pas capable à cette audience de redire ce qu'il a été capable de me dire à moi. L'audience de la cour d'assises reprend immédiatement. 13h30. C'est au tour des proches de Sophie de témoigner. Chacun à leur tour, ils évoquent une jeune femme joyeuse et pleine de vie. À la sortie de l'audience, l'émotion est à son comble. J'aime bien pleurer, mais j'aime pas pleurer devant le monde. Alors je pleure tout seul. Même Mira ici présente, elle sait même pas où j'ai été. À traduire tout seul. Parce que je pleure tout seul et je pleure pas, regardez-moi. Fin de journée difficile pour la famille. Régis et Martine tentent de se réconforter. Le soir, Martine passe un long moment dans la chambre de sa fille, restée intacte depuis sa mort. Elle regarde régulièrement les albums photos de Sophie. Au moment du drame, la jeune femme s'apprêtait à quitter la maison pour s'installer avec Régis.
peut-être 3 semaines avant qu'elle disparaisse, elle m'a dit « Maman, en fin d'année 2008, on va te faire un bébé. » Ça a failli. Eh oui, ma grand était contente d'avoir un bébé, d'un petit bébé de ma fille. Ah, il ne se rend pas compte, hein, tout ce qu'il a supprimé, il ne se rend pas compte. Ça fait mal de voir une chambre vide, hein, où il n'y a pas de vie. Je préférais quand il y avait du désordre. C'est comme ça. Dernier jour du procès. Ce matin, l'avocat général qui représente l'intérêt de la société fait son réquisitoire. Pour la première fois de sa carrière, il requiert la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité, assortie d'une période de 22 ans de sûreté. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir la 23e année. C'est pas du tout aussi simple que ça. Il est autorisé éventuellement à faire des demandes. Voilà, mais entre faire des demandes et l'obtenir, il peut se passer du temps. Il peut se passer beaucoup de temps. Là, il a été demandé donc la perpétuité avec 22 ans de sûreté. On ne souhaite pas qu'il ressorte au bout de 22 ans. C'est ce qui nous tracasse le plus, c'est qu'au bout de 22 ans, ce monstre ressort. Et à mon avis, dans 22 ans d'ici, il sera toujours le même. Quand on est manipulateur, égocentrique, assassin, tout ce qu'on voudra, dans 22 ans, il sera toujours le même. Donc il faut qu'il ne ressorte jamais. Jamais. Jamais, jamais. Dernier acte du procès, la plaidoirie de l'avocat de Ramiz Izeni. Une tâche difficile, l'horreur du crime et la personnalité de la victime laissent peu de place à sa défense. On arrive à l'audience, on n'a personne pour établir cet équilibre parce qu'on n'a pas un témoin à faire citer. Monsieur Izeni n'a plus de famille, Monsieur Izeni n'a pas d'employeur, Monsieur Izeni n'a pas un ami. Monsieur Izeni est seul, simplement avec ses avocats. Tous les gens qui sont venus à cette audience ont témoigné, ont déposé, ont conclu contre Monsieur Izeni. L'audience est levée, les jurés vont délibérer. Que vont-ils décider? Vont-ils suivre les réquisitions de l'avocat général? Les délibérations se prolongent. Pendant ce temps, les magistrats rangent tous les documents du volumineux dossier Graveau contre Izeni. Dehors, les proches de Sophie attendent, anxieux. Enfin, après 4 heures de délibération, la famille entre dans la salle pour entendre le verdict. Ramiz Izeni est condamné à la réclusion à perpétuité. La peine de sûreté de 22 ans requise par l'avocat général n'a pas été retenue, mais elle est par défaut de 18 ans. Le condamné a 10 jours pour faire appel. Je pense que le juré a bien fait son travail. Je pense que s'ils ont enlevé les 4 ans, c'est peut-être pas pour qu'ils puissent faire appel, parce que de toute façon, s'il fait appel, il va prendre plus. Là, j'espère qu'il ne va pas faire appel. Qu'on soit débarrassé une bonne fois pour toutes. Et puis qu'on continue de vivre un petit peu mieux, Et ce que je souhaite, c'est qu'ils vivent le plus longtemps possible, mais qu'ils vivent un mal vivre, vous voyez. Il faut qu'il en bave tous les jours. Là, au moins, il fera plus de mal à personne. Pour nous, ça ne change rien du tout. Sophie, je vais aller au cimetière pas plus tard que cette semaine. Mais la pauvre, elle a pris perpète. Lui, pas assez. Téléphone portable, ceinture de sécurité, alcoolémie. Encore. Vous avez une perte de 4 points sur votre permis de conduire. Vous faites chier, quoi. Excès de vitesse ou feu rouge grillé, ces policiers traquent les comportements dangereux dans la capitale. Ne me provoquez pas, non, monsieur, cool, vous dites énervé. Policier, pas flic. Ils appartiennent à la SCIR, l'unité de répression de la délinquance routière de la préfecture de police de Paris. Rue Albert dans le 13e arrondissement. Les équipes prennent leur service. Aujourd'hui, c'est le brigadier Grégory Saulnier qui est en charge du dispositif. Ces hommes ont mis au point une méthode redoutable pour lutter contre les incivilités routières.
Donc on va implanter un agent civil au niveau de la porte maillot qui nous signalera les infractions. Et ensuite, les agents en tenue auront pour objet d'intercepter les véhicules et de relever les infractions constatées par l'agent civil. Direction la porte maillot. Un quartier qu'ils ne choisissent pas au hasard, vous allez comprendre pourquoi. Objectif de la brigade, faire baisser le nombre d'accidents à Paris. L'an dernier, 51 personnes sont mortes victimes d'un accident de la circulation dans la capitale. Et si les policiers s'installent porte-maillot, c'est parce que l'endroit est dangereux. Ici, il y a eu 24 accidents graves l'an dernier. Nous sommes à la veille d'un week-end, les Parisiens sortent du travail, ils sont pressés. Grégory connaît bien le type d'infraction qu'ils commettent le plus. Portable, les feux rouges. Les feux rouges, bon après... Ouais, c'est variable, mais généralement, portable, feux rouges, ouais, c'est les principales infractions qu'on est amené à relever. Cette jeune femme qui sort de la voiture est elle aussi policière. Elle s'appelle Cécile. En civil, elle va passer inaperçue parmi les piétons. Durant toute l'opération, elle sera reliée à Corinne et ses collègues par radio. De Lucie pour un essai radio. Ouais, 5 sur 5. Son rôle, signaler toutes les infractions des conducteurs qui passent devant elle. Elle se place en évidence à l'angle du carrefour. 300 mètres plus loin, Grégory et Corinne sont prêts à intercepter les fautifs. Ils sont là-bas, cachés derrière les camions. Normalement, ils sont pas cachés, mais là, comme il y a les camions, on les voit pas. Leur but, montrer aux automobilistes que leurs mauvais comportements peuvent être sanctionnés à n'importe quel coin de rue. Je suis en place. Ok. Cécile vient à peine d'arriver. Combien de temps va-t-elle mettre pour repérer la première infraction? La séquence n'a pas été coupée au montage. Donc un téléphone portable pour un Renault Espace de couleur gris. En moins de 15 secondes, première infraction. La plaque, s'il te plaît. quelque chose 93. Corinne va intercepter la voiture en plein milieu du rond-point. Ouais, je l'ai en visu. Ouais, c'est bon, intercepté. Pris sur le fait, le conducteur va-t-il reconnaître l'infraction? Là, on l'a arrêté pour un téléphone portable. Donc là, je vérifie les papiers. Là, je vais vous verbaliser, monsieur. Donc, concernant le téléphone portable, donc la contravention sera de 22 € minoré. Minoré, c'est sous 3 jours. Hein, vous serez à une perte de 2 points. 2 points? Oui, monsieur. Donc, vous allez patienter quelques instants. Et... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, OK, là, je sais, j'ai pas envie de contester parce que je sais que ça sert à rien. Mais quelle est la preuve juridique de ce qu'ils font là? C'est qui? C'est la parole de la personne qui est là-bas contre la mienne, donc j'ai perdu d'avance. On peut, comme en tenue, constater une infraction routière. On a les mêmes droits. Donc effectivement, si quelqu'un conteste, ce sera sa parole contre la nôtre. Sauf que votre parole, elle est assermentée. J'aurais très bien pu faire autre chose, elle aurait pu croire. Elle m'a vu à 300 mètres là. Des gens, des fois, ils se grattent l'oreille ou ils mettent je sais pas quoi dans leur oreille, ou ils ont la main debout, ils sont accoudés comme ça. Et on a l'impression qu'ils sont au téléphone et en fait ils sont pas au téléphone. Donc si on n'a pas vu l'appareil à 100% sûr, on peut pas se permettre d'envoyer l'infraction parce que ça coûte de l'argent et des points aux gens. Et ben on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Le conducteur repart avec 2 points en moins sur son permis de conduire 22 € minorés et 22 € d'amende. La pluie commence à tomber, porte-maillot, mais Cécile annonce un délit beaucoup plus grave. Donc feu rouge plus téléphone portable pour une mini noire, c'est une dame. Elle est complètement sur la gauche, intérieure du rond-point par contre. Mais feu rouge plus téléphone portable, c'est une dame. La contrevenante est interceptée. Ouais, intercepté pour la mini. Elle semble étonnée de ce qui lui arrive. Bonjour madame, éteignez le contact s'il vous plaît, mettez les warnings. Elle m'a dit que j'ai brûlé un feu, alors j'ai pas vu. Bon, ça m'étonnerait parce qu'en général, il ne brûle pas de feu. Il y avait un agent en civil plus loin qui m'avait vu en fait. Cécile est sûre d'elle. Cette jeune femme a bel et bien grillé le feu rouge sous ses yeux. Une double infraction qui va lui coûter cher. Le feu rouge, donc c'est 4 points. Et ensuite, le portable, c'est 2 points.
En quelques secondes d'inattention, la conductrice vient de perdre la moitié de son permis de conduire et 112 € d'amende qu'elle doit payer dans les 3 jours. Et ça suffit 10 secondes de renverser quelqu'un. Elle n'a pas vu le feu rouge, une personne qui traverse, et voilà, ça va vite. Quelques secondes plus tard, nouvelle infraction. Téléphone portable tenu en main. Pour un Porsche Cayenne bleu marine. Bonsoir monsieur, mettez les warnings s'il vous plaît. Je descends, je vais vous présenter mes papiers. Pas besoin de descendre monsieur. L'homme semble énervé, Corinne doit garder son calme. Ne me provoquez pas, Non, monsieur, je suis cool, je suis énervé. Faites attention monsieur. Merci. Allez-y. Corinne laisse finalement l'homme sortir de sa voiture. Depuis 10 minutes, il cherche ses papiers. Et je la trouve Cherchez pas. vite. Ouais Greg, pour Corinne, tu peux venir s'il te plaît? Corinne appelle Grégory en renfort. Elle a des doutes. À mon avis, ce monsieur n'a pas le permis français. Donc il nous fait tourner. Il cherche. Mais il a l'air très nerveux ce monsieur. Pourquoi? À mon avis, s'il est nerveux, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Moi, on va attendre. Rouler sans permis français est un délit. Et cet homme risque une interpellation. Il faut vérifier ses papiers. En attendant, il reste nerveux. Je suis allé au consul. Faut rester calme, faut rester calme. Ce qui m'énerve, c'est que si c'est pour les sous, c'est une chose. Mais là, je vois tout ce monde-là pour prendre ça, je suis très choqué. Voilà. Bah mettez-vous là, monsieur, si vous je suis voulez. très choqué. Voilà. En tant que citoyen. Mais vous êtes très sympathique. D'accord. Vous êtes très joli en plus. Et pardon de ne pas vous l'avoir dit immédiatement, mais le contexte ne s'y prêtait pas. En flattant la policière, l'homme essaye-t-il de faire diversion. C'est pas grave. En fait, après vérification, il apparaît que ce monsieur a plusieurs adresses. Il possède un permis étranger, mais le fichier révèle qu'il a également un permis français. Il est en règle, mais toujours en colère. 9 agents, il y avait la même chose à la place de l'Opéra. Pourquoi? Pour constater un téléphone dans les embouteillages, là où on est à l'arrêt. Moi, je veux bien qu'on lutte contre la sécurité routière, qu'on lutte contre la délinquance, qu'on lutte... D'accord, je suis bon conducteur, j'ai jamais eu d'accident. Mais ça s'appelle du racket. Point barre. J'étais en scooter, je fais plus de scooter. Vous m'avez ramassé il y a 2 mois, ça doit être votre... Ah oui. Voilà. C'est les pompiers de Champéret. Ah, d'accord. Donc vous faites votre job et quand vous faites une tâche noble, vous êtes merveilleux. Voilà. Elle est pas noble là, celle-là? Non, celle-là, non. Ah bon? Non. Mais si, monsieur. Non. Merci. Il repartira avec une contravention pour utilisation de téléphone portable au volant, 2 points en moins et 22 € d'amende. Au départ, les policiers se contentaient d'admonester les contrevenants. Au fil des ans, ils ont musclé leur méthode. Donc, au début, on était plutôt préventif, on signalait qu'il ne fallait pas le faire. Et comme on a vu que les gens, ils réagissaient pas, ça changeait rien, maintenant, on est malheureusement obligé de verbaliser pour que les infractions cessent. Il y a une anomalie. Enfin bon, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du reste. Hein. Il y en a plein des truands, mais ils préfèrent prendre des gens qui sortent du travail. On a l'impression qu'on a tué son père et sa mère. Les gens, on les aime pas beaucoup, c'est sûr. On nous dit souvent, vous pouvez pas aller vous occuper des gens avec des couteaux qui agressent les autres. Enfin, nous, on fait de la répression routière, c'est chacun son service. En Ile-de-France, on compte plus de morts sur les routes que de victimes d'homicides. L'utilisation d'un téléphone portable au volant multiplie par 5 le risque d'accident. Quand on voit que le taux de mortalité il baisse, on se dit que oui, effectivement, on a quand même servi à quelque chose et que si on a pu sauver la vie de ne serait-ce qu'une dizaine de personnes, c'est déjà ça. Allez, c'est fini. On rentre. Fin du service. En 8 ans, le nombre d'accidents mortels à Paris a diminué de moitié. « 9h du matin. Naïma Rudloff est vice-procureure de la République. Elle arrive au palais de justice de Paris. Elle presse le pas car elle sait qu'avec ses équipes, elle doit auditionner une trentaine de prévenus avant 13h30. Des prévenus qui passeront un peu plus tard en comparution immédiate. Naïma Rudloff dirige la section P12 du parquet. C'est ici qu'arrivent les prévenus accusés de vol avec violence, de trafic de stupéfiants ou de conduite en état d'ivresse. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Invariablement, sa journée commence par la distribution des affaires à ses collègues. Un vol avec effraction avec 2 auteurs, ils sont déjà détenus. Des PSC, mais ils ont été déférés. Je te le donne, c'est une 23-1, c'est une comparution immédiate.
C'est un cambriolage. D'accord? Ariane, ça c'est une 23-2. C'est un vol à la tire. Alors ça non plus, il y a une demande, le casier pour l'interrogation. On n'a pas encore le casier, donc pas d'orientation. Il doit être absolument vu par le procureur de la République dans le délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue. Donc vous voyez, la garde à vue a été levée pour certains hier en fin d'après-midi. Et donc on a des délais qui se terminent assez tôt, donc il faut aller vite. 15h, 15h, 15h30. Il faut aller vite, sinon le prévenu sera libéré pour vice de procédure. Naïma Rudloff commence ses entretiens. Premier prévenu, un homme interpellé au volant en état d'ébriété avec 0,95 g d'alcool dans le sang. Bien. Vous n'avez pas peur de tuer quelqu'un? Non? Si? Alors pourquoi vous prenez le volant alors? Bon alors monsieur, moi je ne peux pas vous laisser ressortir comme ça. Vous allez à l'audience cet après-midi directement. Hein. Vous avez déjà eu une peine d'emprisonnement avec sursis. Ensuite vous avez eu 2 jours d'amende avec l'annulation du permis de conduire. Vous ne comprenez toujours pas, donc là vous allez directement à l'audience. Vous expliquerez devant le tribunal. Est-ce que vous voulez un avocat pour l'audience? Oui. Vous avez à votre disposition ici un avocat d'office, d'accord. Voilà, c'est bon. Deuxième étape, l'enquête sociale. Avant d'être présenté devant le tribunal, le prévenu va voir un enquêteur qui va établir un rapport sur sa personnalité. Avec lui, il va parler de sa famille, de sa santé, de son travail. Une enquête qui permettra au tribunal de mieux connaître le prévenu. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à cette consommation? Vous envisagez quelque chose? Déjà, je veux que ça s'arrête. Je vais arrêter quand même. Parce qu'apparemment, ça pose quand même pas mal de soucis. Hein. Comment est-ce qu'elle avait pris les précédentes interpellations de votre épouse pour les mêmes faits? C'est difficilement. C'est dur quand même. Et cette nouvelle interpellation, elle est censée la prendre comment selon vous? Je pense qu'elle le prendra sûrement très mal aussi. Je vais tâter normalement ce que je fais. Parce que je perds mon travail, je perds peut-être je perds ma femme. Voilà, je vais monter, je vais descendre. Le prévenu va comparaître dans 2 heures devant le tribunal correctionnel. L'enquêteur social appelle maintenant sa femme. Comment vous vivez, vous, ces interpellations successives là, par rapport à ce problème d'alcool? Je suis en train de faire une dépression, là, je suis arrêtée. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que la dernière fois, son patron a été au courant de ce qui s'est passé. Parce que j'ai été honnête. Et en fait, on lui a dit que la prochaine fois, il est viré. S'il se fait virer, moi, je suis encore CDD. Donc, moi, je garantis pas ce que je vais devenir. Et donc voilà. 2 heures plus tard, il sera condamné à 4 mois de prison avec sursis, une obligation de se soigner et 1 an de suppression de permis de conduire. Il va perdre son emploi. Alors, je vais prendre le dossier des 3. Pendant ce temps, madame le vice-procureur poursuit ses entretiens. Exceptionnellement, je les prendrai un par un. Cette fois, l'affaire concerne 3 jeunes hommes accusés de vol avec violence. Sous la menace d'un couteau, ils auraient volé le portable et la carte bleue d'un passant un peu ivre. Pour établir les faits, le procureur les reçoit séparément. Bonjour. Alors, bonjour monsieur. Vous serez 3 dans le box tout à l'heure. Et parmi ceux que j'ai entendus tout à l'heure, il y en a un qui vous met en cause. Hein? Alors, attendez, je vais noter chaque chose en son temps, monsieur. Je vais noter ce que vous dites. Donc, vous dites que vous avez pris la carte bancaire sans violence. Sans violence. Alors, j'ai pris la carte bancaire et le téléphone. Voilà, téléphone. Il n'y avait pas de couteau, c'est ce que vous me dites. Pour moi, le couteau, moi, d'accord, monsieur. Je me balade, je suis jamais avec une arme blanche, je suis une personne respectable, je travaille, j'ai jamais eu de violence, vous pouvez regarder. Oui, enfin monsieur, comment se fait-il, même si on fait abstraction du couteau, je dis quand bien même on fera abstraction du couteau, vous voyez quelqu'un, même qui est en difficulté parce qu'il est ivre, vous pensez à une chose, c'est lui faire les poches pour lui prendre sa carte bleue et son téléphone portable. Bon. Alors vous avez un casier judiciaire néant, vous n'avez jamais été condamné. Non. Bien. Eh bien, vous allez voir ça avec votre avocat. Bien. Monsieur, c'est pour l'avocat. Voilà, merci monsieur, au revoir. C'est tout à fait le type d'affaire qui est une affaire gravissime, mais qui est une affaire simple pour laquelle la justice doit apporter une réponse immédiate à la victime. Et je crois que c'est intéressant pour les victimes et c'est aussi pédagogique pour les prévenus que leur sort soit définitivement arrêté cet après-midi. Voilà, François, victime. Franchement. Le bureau des victimes va insister pour que l'homme qui a été agressé se présente à l'audience. Mais celui-ci craint les représailles.
vu la violence de l'agression, moi je ne veux pas de représailles ou quoi que ce soit. Ah bah oui, mais ça, je veux dire, c'est des personnes que vous connaissiez ou pas déjà à la base? Bien sûr que non. D'accord. Donc ça s'est passé comme ça. Donc voilà. Donc normalement, il n'y a pas de, voilà, il y a aucune crainte à avoir. Hein, de toute façon. Après, vous verrez avec l'avocat ce qu'il en est, comment elle peut vous faire sortir du palais et tout ça. Mais normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein, Finalement, la victime ne s'est pas présentée. Comme le président tient absolument à l'entendre, il a renvoyé l'affaire au 20 mai. En attendant, les 3 jeunes accusés du vol ont été incarcérés. Pour Naïma Rudloff, les entretiens continuent. Cette fois, il s'agit d'un homme accusé de violence sur sa concubine qui attend un bébé. Il a déjà été condamné pour des faits similaires. Il sort de 48 heures de garde à vue. Jusqu'à présent, cet homme a toujours échappé à la prison. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez frappé votre concubine? Oui, pas à ce moment-là, mais vous reconnaissez que vous l'avez frappé et pourquoi vous l'avez frappé? Je l'ai frappé voilà, pour une raison simple, c'est qu'elle pense que crack. Première chose qu'elle pense le matin, je l'ai vu faire et je sais comment qu'elle fait, c'est d'avoir de l'argent pour aller prendre son crack. Vous savez, il y a un dossier là, il y a une réalité. Il y a les témoins qui vous ont vu la frapper dans la rue et surtout, monsieur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu une inversion des rôles. C'est vous l'auteur, c'est elle la victime. C'est vous qui l'avez frappée, c'est elle qui a été frappée. Combien de fois j'aurais pu la frapper pour des choses autres qu'elle m'a fait, qu'elle m'a volé? D'accord. Alors qu'elle soit consommatrice de crack, elle aussi, vous êtes consommateur de crack, et c'est sous l'emprise de crack, monsieur, il y a des analyses, que vous avez commis ces faits-là. D'accord. Et l'enfant, monsieur, vous parlez de son enfant, mais c'est vous le père. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas, monsieur, vous remettre dans la rue et que vous retourniez au domicile avec cette femme qui est enceinte et vous êtes dans un état, monsieur, sur le plan de toxicomanie, de dépendance, d'une drogue dure. Voilà. Vous allez voir l'avocat et là, vous avez tout le temps devant le tribunal, d'accord? Plusieurs fois, la justice lui a tendu la main, a privilégié le soin sur plutôt l'aspect répressif, mais là on est quand même dans une atteinte à l'intégrité physique de sa concubine qui par ailleurs est enceinte et donc là il faut mettre un stop. Le prévenu repart en cellule. Dans 2 heures, il passera en comparution immédiate. Cette fois, sera-t-il condamné? François? Oui. Il me faut la victime pour le dossier des violences conjugales. Oui. Il faut absolument qu'elle vienne. Oui, madame Rudloff. Merci. François Lefebvre, du bureau des victimes, appelle la femme du prévenu pour qu'elle vienne à l'audience, qui va commencer dans 2 heures. Parce que c'est important hein, comme d'être là. Hein. Bon, 14h30, je peux être là. 14h30, d'accord. Le toxicomane va rencontrer lui aussi l'enquêteur social. Et par rapport à cette relation qui du coup vous conduit au tribunal, vous en pensez quoi et vous vous imaginez la suite comment avec cette dame? Pourquoi j'ai envie d'avoir, mais ce qui m'importe le plus, c'est l'enfant qui a peur de moi. Vous envisagez de le reconnaître, cet enfant? Vous envisagez de le reconnaître, cet enfant? C'est votre premier enfant. L'entretien sera court, tout doit se passer très vite. Le temps de réalisation d'une enquête sociale rapide qui comprend l'entretien avec le déféré, les contacts avec l'extérieur et la rédaction, on est sur un temps de travail d'1h15 par enquête. À l'audience, le toxicomane accusé de violence sur sa concubine enceinte sera condamné à 8 mois de prison, dont 4 avec sursis, et interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il ne faut pas se prendre pour Dieu, hein, la justice ne fait pas de miracle, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que pour certains ça marche. Et même si ça marche pour une petite minorité, c'est que ça vaut le coup. Et même si beaucoup de dossiers se ressemblent, quasiment, j'allais dire presque à la virgule près, c'est toujours une histoire différente. Donc pour ça, c'est un métier passionnant, même si, encore une fois de plus, il faut avoir des objectifs assez humbles et surtout considérer que nous ne faisons pas de miracle et nous ne sommes pas là pour en faire. Tous les ans, les équipes de la section P12 entendent près de 14 000 personnes. Un chiffre qui augmente d'année en année. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, l'affaire Raymond DeVos. Samantha Lemonnier, la dernière compagne de l'humoriste, est appelée à comparaître devant le tribunal correctionnel.
Qu'est-ce que ça change, femme, compagne? Je suis désolée. Vous faites une différence, vous? La famille de Raymond DeVos la soupçonne d'avoir voulu détourner son héritage. Il y a un complot qui a été ourdi contre moi. Je ne suis pas du tout psychopathe, ni mythomane. Au contraire, ça m'arrangerait qu'on me traite de mythomane. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je suis mythomane, c'est que je dis des choses qui ne veulent pas entendre.